Parfait, la régie est prête à l'arrière. C'est bon. Donc maintenant, je m'adresse à mes collègues à distance. Je vais faire le signal. On va commencer. On commence dans 3, 2, 1. Bonsoir et bienvenue à cette séance publique d'information sur le programme décennal de protection des infrastructures du ministère des Transports face aux aléas côtiers au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. C'est avec plaisir que nous vous accueillons ce soir ici ou à distance sur notre site web ou sur notre page Facebook. Mon nom est Patrick Fournier, je suis conseiller en communication au Bureau de sciences publiques sur l'environnement, le BAP. Je suis accompagné ce soir de ma collègue Andrea Artizabal, qui va simplement vous accueillir tout à l'heure, qui va m'aider au cours de la séance. Donc, à distance, j'ai ma collègue Josiane Ouellette, qui prendra les questions posées par courriel, par téléphone et par Facebook. Donc, ce soir, c'est votre séance d'information. Nous sommes présents afin de vous permettre de vous informer sur le programme du ministère des Transports grâce à la présentation, justement, que l'initiateur va faire tout à l'heure. Mais également, ça vous permet de poser vos questions sur le projet. Voyons maintenant le déroulement de la soirée. Donc, je vais commencer par vous présenter brièvement le BAP, ses rôles, sa mission, ainsi que les raisons qui expliquent la présence de notre organisme ce soir. Ensuite, je vais céder la parole à l'initiateur du projet, donc le ministère du Transport et de la Mobilité durable, qui va présenter son projet, ses répercussions et ses mesures d'atténuation. Après quoi, nous passons à la période de questions. Et en terminant, je vais vous présenter les prochaines étapes, donc qu'est-ce qui va suivre la période d'information. Tout d'abord, passons aux raisons qui expliquent pourquoi nous sommes devant vous ce soir. Donc, nous avons au Québec une loi, la loi sur la qualité de l'environnement, qui prévoit que tout projet d'envergure qui présente un risque environnemental élevé doit respecter certaines exigences afin d'obtenir une autorisation gouvernementale. Il s'agit de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement. L'une des premières étapes pour se conformer à ces exigences est la réalisation d'une étude d'impact environnemental sur le projet. C'est l'initiateur du projet qui réalise cette étude. Dans le cas du projet de ce soir, c'est le ministère des Transports et de la Mobilité durable qui est l'initiateur du projet et qui a réalisé l'étude. Donc, cette étude contient, entre autres, la description du projet, les impacts anticipés sur l'environnement et les différentes mesures d'atténuation prévues pour les limiter. L'étude doit ensuite être déposée au ministère responsable de l'environnement afin qu'il l'évalue et qu'il puisse poser des questions sur le contenu. Lorsque l'étude d'impact remplit les conditions d'acceptabilité du ministère, c'est-à-dire qu'elle est jugée recevable, le ministère responsable de l'environnement demande au BAP, donc à nous, d'informer la population que se tient la période d'information publique. C'est alors que s'enclenche l'étape consacrée à la participation publique assurée par nous, le BAP. Notre rôle durant une période d'information publique est de vous permettre de vous informer. Vous informer premièrement sur le projet. Donc, on le fait en diffusant des informations pertinentes sur notre site web et nos médias sociaux. On réalise également des actions afin que les médias puissent donc vous informer, notamment par la diffusion de communiqués de presse. On diffuse également de la publicité. Et enfin, on vous permet de vous informer ce soir dans le cadre d'une séance publique d'information. Nous rendons également disponible toute la documentation du projet, notamment le résumé de l'étude d'impact qui vous donne un aperçu du projet et les répercussions sur son milieu. Pour consulter la documentation, simplement vous rendre sur le site web du BAP ou sur le registre des évaluations environnementales. Et enfin, nous vous informons de votre pouvoir citoyen. Une période d'information publique, c'est l'opportunité pour toute personne qui le souhaiterait de faire une demande d'examen public sur le projet. Je vais vous expliquer plus en détail la marche à suivre pour faire cette demande après la période de questions. De manière plus générale, nous avons aussi deux outils de communication distinctifs pour vous informer. D'abord, le projet Scarabée. C'est une bande dessinée qu'a lancé le BAP à l'automne 2024 pour vous permettre d'en apprendre plus sur le déroulement d'une consultation publique de manière ludique. Le projet Scarabée met en vedette un groupe d'amis interpellés par l'implantation d'une entreprise d'élevage de scarabées à Trois-Sommets-les-Pins. Même s'il s'agit d'une histoire fictive, elle illustre concrètement le cheminement d'un dossier, de l'annonce du projet jusqu'à la publication du rapport du BAP et la décision du Conseil des ministres.
C'est une belle lecture pour vous divertir et en apprendre sur la façon que vous pouvez participer pour vous informer et vous exprimer sur les projets près de vous. Il y a aussi une infolette, L'heure juste, publiée à tous les mois. Elle contient les plus récentes nouvelles sur le bac, ses mandats et beaucoup plus. On vous invite à vous abonner pour ne rien manquer. En visitant notre site web, vous aurez toutes les informations sur le projet Scarabée et sur l'infolette L'heure juste. Parlons maintenant de la mission du BAP. En résumé, nous sommes un organisme public impartial qui joue 4 grands rôles. Dans un premier temps, nous permettons à la population de s'informer, autant en période d'information publique qu'à l'étape de l'examen public par tous les moyens à notre disposition. Par la suite, à l'étape de l'examen public, le BAP consulte la population en recueillant ses questions et ses opinions sur les projets. Les commissions ont le rôle d'enquêter sur les projets ou les questions à l'étude afin d'aviser le ministre responsable de l'Environnement grâce à ses constats et ses avis sur le projet. L'objectif de cette étape est d'éclairer la prise de décision gouvernementale. Avant de passer la parole à l'initiateur, il me reste à vous expliquer la démarche pour transmettre vos questions si vous suivez la séance en ligne. Tout d'abord, c'est possible de faire par courriel. Donc, vous avez à l'écran les coordonnées, l'adresse courriel. Vous pouvez également les transmettre dans la section commentaires de la diffusion en direct sur Facebook. Et enfin, c'est possible de laisser également un message sur notre boîte vocale. Tout apparaît à l'écran. Tout à l'heure, lors de la période de questions, nous allons alterner entre les questions en salle et en ligne pour permettre au plus de gens possible de poser des questions. Et ne vous inquiétez pas, nous aurons réponse aux questions ce soir. Nous pourrons permettre évidemment à tout le monde de poser sa question. C'est vraiment l'objectif de la séance d'information ce soir. Donc, sans plus attendre, j'inviterai l'initiateur du projet, donc l'équipe du ministère des Transports et de la Mobilité durable, à prendre place à l'avant pour présenter son projet. Donc, j'inviterai Gabriel Simard-Johnson, Jonathan Saint-Laurent et Sophie Moisset. Merci beaucoup et bonne présentation. Vous êtes déplacés ce soir pour en apprendre plus sur le programme décennal d'intervention pour la protection des infrastructures du ministère des Transports et de la Mobilité durable contre les aléas climatiques. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça coupe. Okay. La présentation va commencer par une explication de qu'est-ce qu'est le programme d'intervention. On va pouvoir discuter ensuite des impacts, des enjeux et des mesures de gestion. On parlera de la surveillance, du suivi et de la compensation dans le cadre du programme. Et on finira par les coûts, les étapes à venir et évidemment la période de questions. Donc le programme d'intervention, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle approche que le ministère des Transports souhaite mettre en place pour permettre de l'entretien d'ouvrages de protection côtière et pour également mettre en place des mesures d'adaptation face aux aléas côtiers. Donc pourquoi le réaliser? Au sein du ministère, on s'est rendu compte qu'un très grand nombre de sites étaient vulnérables sur le territoire, donc 228 sites ont été inclus au programme, qui avaient toutes des problématiques communes, donc que ce soit l'érosion, la submersion et dans une moindre mesure les glissements de terrain. Le programme à l'interne va nous permettre d'avoir une vision globale et une planification stratégique, le tout sur un horizon de 10 ans, puisque c'est la durée que va durer notre programme. L'avantage également, c'est qu'on va produire une seule étude d'impact, mais qu'on va venir adapter et qui va être à portée régionale. Je pense que mon micro, c'est bon. Ça va permettre au ministère de réaliser des interventions plus rapidement et bien évidemment de prendre en compte la nature dynamique du milieu côtier et l'imprévisibilité due au changement climatique. Le programme va couvrir 2 régions et a été divisé en 4 secteurs. Donc, ce que vous voyez à l'écran, les points rouges, ce sont les 228 sites vulnérables. Ils sont répartis entre le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Les 4 secteurs ont été divisés afin d'avoir des particularités communes. Le premier secteur est celui du Bas-Saint-Laurent. La Gaspésie a été divisée en 2 secteurs. Donc, on a le secteur de la Gaspésie-Rive-Nord et le secteur de la Gaspésie-Baie-des-Chaleurs. Et le dernier secteur est celui des Îles de la Madeleine.
Comme je l'ai mentionné, le programme d'intervention, c'est une approche novatrice, et qui dit novateur dit particularité. La première, et peut-être la plus importante à retenir ce soir, c'est que à l'étape où je vous parle ce soir, au ministère, nous ne savons pas quelles interventions vont être réalisées sur chacun des 228 sites. Également, le programme a été séparé en 2 scénarios. Donc, le premier scénario va être pour l'entretien, alors que le deuxième va être pour de la construction. La troisième particularité, également importante à noter, c'est qu'aucune étude sur le terrain n'a été réalisée au moment de l'étude d'impact pour décrire le milieu. Le ministère s'est appuyé sur des données déjà disponibles, donc des données scientifiques qui sont déjà publiées. On peut penser par exemple au projet Résilience côtière qui a été mené par l'Université du Québec à Rimouski, et ce qui nous a donné assez d'informations pour venir avoir un portrait assez détaillé pour mener cette étude d'impact à portée régionale. La quatrième particularité est qu'il va y avoir un ajustement annuel de la planification. Donc, on a inclus 228 sites. Évidemment, il va falloir s'organiser pour être capable de réaliser les interventions. Le ministère a ciblé une centaine de sites pour lesquels, que je vais qualifier par la suite de planifiés, donc pour lesquels des interventions pourraient avoir lieu. Pour les 130 autres sites restants, au moment où on se parle, aucune intervention n'est prévue. Le ministère, on les a quand même inclus, dans le fond, pour être capable de réagir si un événement devait venir frapper ces sites. Donc la planification, elle va être vue annuellement, principalement en fonction des suivis que nous réalisons fréquemment au sein du ministère, donc que ce soit les ouvrages qui sont déjà implantés, par exemple les murs, les enrochements, mais également au niveau des sites naturels. Puis, évidemment, ça va être ajusté en fonction des événements climatiques qu'on n'est pas capable de prévoir d'avance. Finalement, la dernière particularité, c'est que des autorisations environnementales vont être nécessaires pour chacun des projets qui vont être réalisés dans le cadre du programme et que ces autorisations vont être quelque peu plus grosses que d'habitude pour être capable de venir combler les informations qu'on n'est pas capable de vous présenter aujourd'hui. Bien que le ministère ne sache pas ce qu'on va faire sur chacun des 228 sites, on dispose quand même d'un portefeuille de solutions à long terme qui sont divisées en 2 grandes catégories. La première, c'est ce qu'on appelle les mesures de gestion du territoire. Ça comprend principalement de venir rehausser la route ou, dans certains cas, de la déplacer, comme on peut le voir sur la photo à gauche. La deuxième grande catégorie, c'est les ouvrages de protection côtière, qui sont eux-mêmes divisés en 2 sous-catégories. Donc, il y a des structures rigides, on peut penser aux murs, aux enrochements, vous avez déjà vu probablement le long de la 132 ou de la 199, mais également des techniques souples comme des recharges de sédiments, ou des recharges de plage, des recharges de dunes, ou encore de la végétalisation. Je le mentionnais tantôt, dans le programme, il va y avoir 2 types de scénarios. Un premier scénario qu'on va qualifier d'entretien, qui va s'appliquer évidemment lorsqu'un ouvrage est déjà présent sur le site sur lequel on souhaite intervenir. Il va falloir s'assurer que l'état de l'ouvrage permet un entretien. Dans le cas d'un ouvrage qui serait complètement détruit, évidemment, on ne va pas appliquer le scénario entretien. Ce scénario, il va plus s'appliquer, par exemple, si on devait réparer une section d'un mur ou si des roches avaient déboulé dans l'enrochement et qu'il fallait venir les replacer. Ce qu'il faut retenir de ce scénario, c'est qu'aucun empiètement permanent supplémentaire n'est attendu sur le milieu. Le deuxième scénario dans le programme, ça va être le scénario construction, qui lui va être un petit peu plus costaud. Il va être applicable lorsqu'un ouvrage est déjà présent sur un site où on souhaite intervenir, mais qui ne remplit plus sa fonction. Par exemple, un ouvrage qui serait complètement détruit. Ou encore, si cet ouvrage devait être modifié. Par exemple, un ouvrage qui n'atteignait pas les critères de sécurité, par exemple un enrochement qu'on devrait prolonger ou un enrochement qu'on viendrait grossir. Le deuxième cas où le scénario construction va s'appliquer, c'est dans les cas où on a pour le moment des sites naturels. Évidemment, dans ce cas-là, on va venir implanter un nouvel ouvrage sur le site. Ce qui est important de retenir dans ce scénario construction, c'est que, assurément, des empiètements supplémentaires, qu'ils soient temporaires ou permanents, vont être à prévoir. En ce qui concerne la planification, je mentionnais tantôt qu'elle va être évolutive au cours du programme, donc au cours des 10 ans de durée de validité. Puis, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la planification qui a été déposée donc, en décembre 2024 au moment du dépôt de l'étude d'impact. On a nos 228 sites qui sont répartis dans chacun des 4 secteurs. On a 59 sites qui sont suivis au Bas-Saint-Laurent, 74 sites en Gaspésie-Rive-Nord, 41 sites en Gaspésie-Baie-des-Chaleurs et 54 sites aux îles de la Madeleine, donc pour un total de 228 sites.
Et à l'intérieur de ces 228 sites, on a une centaine de sites planifiés. Donc on a 23 sites planifiés au Bas-Saint-Laurent, 37 sites en Gaspésie-Rive-Nord, 15 en Gaspésie-Baie-des-Chaleurs et 22 aux îles de la Madeleine, pour un total de 97 sites. Puisque ce soir nous sommes à Rimouski, je vais vous présenter un peu plus en détail le secteur du Bas-Saint-Laurent, dans le fond, qui s'étend de la Pocatière au Méchant. On a 23 sites planifiés, avec 3 dans la partie ouest, donc un site à la Pocatière, un à Notre-Dame-du-Portage et un à Rivière-du-Loup. Et 20 sites planifiés dans la partie est, donc avec des sites qui sont principalement répartis entre Sainte-Clavie et Matane. Puisque le programme d'intervention est une approche novatrice, je mentionnais, il y a des particularités et on a dû adapter nos pratiques à l'interne pour être capable d'inclure ou de tenir compte de ces particularités. Donc notre cheminement de projet, en quelque sorte la recette pour réaliser nos projets, a été adaptée pour tenir compte des particularités et surtout être capable d'obtenir les informations qui sont non disponibles au moment où je vous parle. Donc pour rappel, on n'a pas de solution pour les 228 sites et il n'y a pas d'inventaire sur le terrain qui ont été réalisés encore à ce moment. Également, dans le cheminement de projet, certaines activités vont être dépendantes premièrement de l'ampleur du projet. Ce soir, on vous parle dans le cadre du BAP, mais une fois que cette étape va être franchie, dans le cadre du programme, les projets ne seront plus soumis au BAP. Donc pour pallier à ça et s'assurer qu'on puisse revenir vous consulter et avoir votre opinion, pour les projets qui auraient normalement nécessité une étude d'impact et donc un passage au BAP, le ministère des Transports s'est engagé à réaliser des consultations publiques. Pour les projets d'envergure qui pourraient avoir des impacts, on va revenir vous consulter à l'étape des projets. Également, les activités vont être dépendantes du scénario. Lorsque le scénario va être le scénario d'entretien, évidemment, le cheminement de projet va être simplifié, puisqu'il y a certaines études qui ne vont pas être nécessaires. Le but du scénario d'entretien est de remettre un ouvrage dans sa configuration initiale. Donc, on n'a pas besoin de passer à travers toutes les étapes de dimensionnement, de conception, etc. Donc, ça va venir accélérer les capacités d'intervention du ministère. Il y a des nouveaux moyens qui ont été établis pour choisir l'intervention la plus adaptée. La première, c'est une fiche descriptive de site qui a été conçue par Englobe, donc la firme qui nous aide au ministère des Transports à réaliser l'étude d'impact. Cette fiche descriptive de site, donc on a 228 fiches, une fiche pour chacun des sites, elles sont toutes disponibles dans le rapport de l'étude d'impact. Puis ça vient regrouper toutes les informations techniques qui vont être très utiles pour nous à l'interne au ministère lorsqu'on va vouloir commencer des projets. Par exemple, ça va venir résumer quel est le type de côte, est-ce qu'il y aurait un potentiel archéologique, est-ce qu'il y aurait des éléments du milieu bâti qu'il faudrait qu'on tienne compte d'emblée. Ça vient résumer vraiment toutes les connaissances qu'on a à l'heure actuelle du site. Le deuxième moyen, c'est un outil d'aide à la décision qui, lui, a été conçu par l'Université du Québec à Rimouski et qui, à travers des analyses comparatives et une étude de la littérature scientifique, va nous permettre de choisir la solution la plus adaptée au site où on souhaite intervenir. Finalement, avec toutes les adaptations apportées au cheminement de projet, on va être capable de se rendre à déposer les demandes d'autorisation pour chacun des projets qui découleront du programme. On va être capable de déposer au ministère de l'Environnement cette fois un projet complet, puisqu'on sera venu réaliser les inventaires terrain qui étaient manquants au moment de l'étude d'impact. On sera venu préciser la solution qu'on ne connaît pas encore à l'étape de l'étude d'impact, ce qui va nous permettre de décrire des impacts résiduels en fonction de la solution qu'on aura retenue, et également de venir préciser au besoin des mesures d'atténuation particulières qui vont être spécifiques à la solution retenue et au site où on souhaite intervenir. Maintenant, en ce qui concerne les impacts, enjeux et mesures de gestion dans le cadre du programme, un petit mot sur la méthodologie. L'évaluation des impacts a été réalisée par grands secteurs et par enjeux. Une des particularités, c'est qu'on s'est rendu à déclarer des impacts potentiels. Normalement, dans une étude d'impact plus classique, l'initiateur se rend jusqu'à déclarer des impacts résiduels. Cependant, comme on n'a pas de solution à chacun des sites, on ne peut pas se rendre jusque-là. On y était avec des impacts potentiels. Également, au ministère, nous avons proposé plus de 80 mesures de gestion et d'atténuation qui sont générales. Elles sont regroupées en 12 thèmes. Elles couvrent l'entièreté des aspects d'un projet. Ça peut être des mesures qui concernent l'archéologie, le paysage, la mise en chantier.
C'est vraiment 12 thématiques qui couvrent l'entièreté du cheminement. Et c'est toutes des mesures qui sont issues de documents contractuels de référence que nous utilisons déjà au ministère pour réaliser nos projets et qui ont fait leurs preuves. Finalement, le ministère a pris 25 engagements qui concernent eux aussi différents aspects du programme, par exemple des aspects sociaux, s'engager à revenir consulter les citoyens si un projet aurait normalement nécessité une étude d'impact et donc de passer par le VAP, ou encore des engagements environnementaux, par exemple s'engager à aller réaliser des inventaires sur le terrain au moment des projets. Maintenant, je vais vous présenter les enjeux du programme. On a 3 enjeux qui vont s'appliquer partout sur le territoire, donc pour les 4 secteurs. Le premier, c'est la protection de la biodiversité liée au milieu côtier. Le second, ça va être le maintien du lien entre les milieux habités et côtiers. Et le dernier, la coordination entre les acteurs responsables du réseau routier. En ce qui concerne la protection de la biodiversité liée au milieu côtier, les impacts potentiels qu'on anticipe seraient une modification de la qualité de l'habitat et également des empiètements permanents et temporaires sur les milieux terrestres, humides ou hydriques. Ensuite, je vais vous présenter des exemples de mesures de gestion et d'atténuation qu'on pourrait proposer, donc les fameuses 80 mesures de gestion que je mentionnais tantôt. Dans ce cas-là, on pourrait penser par exemple à limiter la circulation de la machinerie dans l'eau au strict minimum, à restreindre le dérangement des espèces d'intérêt durant les périodes sensibles, par exemple les périodes de reproduction, ou encore évidemment compenser les empiètements résiduels. Le deuxième enjeu, le maintien du lien entre les milieux habités et côtiers. Les impacts potentiels concernent le dérangement de la quiétude et un changement dans le mode de vie des communautés, ou encore des empiètements permanents ou temporaires, mais cette fois sur des propriétés privées ou publiques. On peut penser comme mesure de gestion à tenir compte de l'intégration du paysage dans les ouvrages que l'on va proposer, ou encore de déplacer les sentiers récréatifs le temps des travaux ou tant qu'il y aura une circulation accrue de camions. Le dernier enjeu qui s'applique partout, c'est la coordination entre les acteurs responsables du réseau routier. Et les impacts potentiels seront des difficultés de coordonner les activités entre les différentes entités sur le territoire. Pour ça, le ministère prévoit de mettre à jour la planification et la programmation. On pourrait également partager annuellement notre programmation avec les MRC et les municipalités, comme on le fait déjà dans nos autres projets, ou encore collaborer avec le bureau de projet en érosion et en submersion côtière dans l'Est du Québec afin de faciliter la concertation. Ensuite, on a des enjeux qui s'appliquent spécifiquement à chacun des secteurs. Puis, puisqu'on est à Rimouski, je vais présenter l'enjeu qui concerne le bassin Laurent et qui est le maintien des activités agricoles. Les impacts potentiels, évidemment, il y a l'altération de la qualité des sols agricoles ou des pertes permanentes ou temporaires de superficie cultivable. Pour pallier à ça, le ministère s'engage à éviter d'introduire ou de propager des espèces floristiques exotiques envahissantes. On peut penser pour ce secteur par exemple au roseau commun. Ou encore recourir à un agronome au besoin lorsque les travaux seraient en zone agricole. Pour conclure sur les enjeux, il y a des enjeux qui ont été identifiés dans l'étude d'impact spécifiquement en lien avec les Premières Nations, avec notamment le prélèvement des ressources à des fins alimentaires et domestiques, ou encore la conservation du patrimoine culturel et archéologique. Pour minimiser les impacts, le ministère, déjà les impacts potentiels, excusez-moi, une restriction ou une entrave à l'utilisation du territoire et une perturbation de lieux associés au patrimoine culturel ou archéologique. Donc pour minimiser ces impacts potentiels, on peut penser à éviter ou minimiser les dérangements touchant la pêche et l'aquaculture, ou encore à prévoir la réalisation d'un potentiel archéologique détaillé dans le cas où, à l'étape de l'étude d'impact, on aurait vu qu'il pourrait y avoir un potentiel archéologique. En ce qui concerne maintenant la surveillance, les suivis et la compensation dans le cadre du programme, il faut voir ça à plusieurs échelles. À l'échelle du programme, donc ce qu'on vous présente ce soir, il va y avoir un suivi annuel. Donc toutes les interventions qui vont être réalisées à chaque année vont être regroupées dans ce suivi. On va également venir détailler les différents empiètements qu'auront réalisé ces projets, ou encore venir faire une synthèse de toutes les activités d'information ou de consultation qui auront eu lieu au cours de cette année. Ensuite, à l'échelle des projets, donc les projets qui vont se réaliser pendant les 10 ans du programme, il va y avoir évidemment une surveillance sur les chantiers, comme ce qui se fait déjà actuellement, avec l'utilisation de guides de surveillance habituels.
Et il va également, dans certains cas, y avoir des suivis de projets. Pour ça, le ministère s'est associé avec les universités du Québec à Rimouski et à Chicoutimi pour produire des guides de suivi qui vont être spécifiques à chacun des ouvrages de protection qu'on pourrait installer et qui vont ici être fonction du type de côte. Puisque le suivi, par exemple, d'un mur installé sur une plage ne serait pas le même qu'un suivi d'un mur installé en haut d'une falaise. Et finalement, ces suivis vont prendre en compte les changements climatiques. Puisque le programme va durer 10 ans, le ministère veut être capable de, si on note des problématiques ou des événements récurrents, d'être capable de s'ajuster et de corriger sa pratique au cours du programme. Maintenant, en ce qui concerne la compensation, en lien avec le programme, nous sommes au ministère obligés de venir proposer un programme de compensation, donc pour venir s'assurer de compenser les pertes qui seront résiduelles. La compensation va prendre la forme de projets de restauration d'habitat. Et la nouveauté dans le cadre du programme, c'est que ça va être fait sous forme de réserve d'habitat. Une réserve d'habitat, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un projet qui va être réalisé avant même qu'au ministère on commence à générer des pertes dans le cadre du programme. Donc vous allez voir quand je vais détailler un petit peu plus, certains des projets de restauration sont déjà réalisés et donc commencent déjà à générer des gains. Les réserves d'habitat, on a essayé de cibler des réserves dans chacun des 4 secteurs du programme pour être capable d'aller compenser au plus près de là où les pertes vont être générées. Donc au Bas-Saint-Laurent, on a 2 projets de restauration de la zone côtière, un à Saint-André-de-Kamouraska et un à Notre-Dame-des-Neiges. Ce sont 2 projets qui sont déjà réalisés et qui en sont à l'étape des suivis. En Gaspésie-Rive-Nord, on a ciblé le nettoyage de sites d'élevage de moules abandonnés en baie de Gaspé. En Gaspésie-Baie-des-Chaleurs, est-ce que vous m'entendez bien? Je n'ai plus le micro. Ah, c'est bon, c'est bon. En baie de Gaspé, en Gaspésie-Baie-des-Chaleurs, on a ciblé la réforestation des fonds marins à Bonaventure et au besoin de nettoyer des sites d'élevage de moules abandonnés en baie de Cascapédia cette fois. Et finalement, pour les îles de la Madeleine, on va cibler la récupération d'engins de pêche abandonnés. En ce qui concerne les coûts du programme, à l'échelle de l'étude d'impact à portée régionale, le montant maximal qui a été engagé est de 650 775 $. Et la réalisation des réserves d'habitat va à peu près totaliser 3,8 millions $. En ce qui concerne les coûts du programme, aucune estimation n'est disponible au moment où je vous parle, puisque, comme je l'ai mentionné dans la présentation, la planification va évoluer au cours des 10 ans du programme. Qu'il y a 2 scénarios possibles, donc de l'entretien ou de la construction. On comprend que les coûts vont largement varier en fonction de ces 2 scénarios. Et que lorsqu'on va se trouver dans le cadre du scénario construction, là on a encore tout un éventail de solutions possibles, allant de la végétalisation, qui est généralement peu coûteuse, jusqu'à la construction de brise-lames ou de murs qui engendrent beaucoup plus de frais. Par contre, ce qu'on est capable de prédire grâce au programme des scénarios d'intervention et à la vision plus stratégique que le ministère va avoir, c'est qu'on anticipe une meilleure gestion des fonds publics. Finalement, à l'étape des projets, cette fois, les coûts vont être connus puisque la solution va être clairement identifiée. Et si vous le désirez, vous pouvez aller voir à chaque année les investissements qui s'en viennent pour les 2 prochaines années, donc sur le site web du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Pour conclure la présentation, les prochaines étapes, donc évidemment, on va continuer la période d'information qu'on est en train de mener avec le BAP. De son côté, l'analyse environnementale par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs va se poursuivre. Le but étant au final que le ministère de l'Environnement fasse une recommandation au gouvernement pour que celui-ci émette le décret gouvernemental qui viendra encadrer le programme. Et une fois que ce décret sera obtenu, le ministère des Transports va être capable d'obtenir les autorisations environnementales pour chacun des projets qui vont se réaliser dans le cadre du programme. Et on estime que les premières autorisations vont pouvoir être déposées au courant de 2027. Donc, s'il y a des questions. Merci beaucoup pour la présentation. Donc, effectivement, nous serions rendus à la période de questions. Donc, d'abord, je vais donner quelques indications aux personnes qui sont en salle. Donc, pour donner la parole au plus grand nombre de personnes possible, je vous demanderai de poser 2 questions par intervention et d'éviter les longs préambules avant de poser votre question. Si vous reste des questions, vous pourrez le faire sans problème et revenir au micro. Nous sommes là vraiment pour répondre à toutes les questions.
Si vous voulez poser une question, simplement vous avancez à l'un des deux micros et on va y aller en alternance pour vous donner la parole justement à la personne par priorité. Pour être équitable envers tous les participants et les participantes et s'assurer que les gens qui suivent la distance, qui suivent la séance à distance, puissent entendre toutes les questions, nous vous demandons de parler seulement lorsque vous êtes au micro. Nous vous demandons également de vous identifier avant de poser votre question et d'adresser la question à moi. Ensuite, je la relayerai à l'initiateur qui choisira la meilleure personne pour répondre à la question. Nous souhaitons que la soirée se déroule dans le calme et le respect. C'est une valeur très importante pour le LAP. On vous demanderait également de vous abstenir de manifester votre approbation ou votre désapprobation relativement au projet. On ne veut pas non plus de remarques désobligeantes ou d'attitudes méprisantes. Il s'agit d'une séance d'information publique pour permettre de poser des questions. Ce n'est pas un débat public pour faire valoir votre opinion. Maintenant, pour les gens qui sont à distance, qui nous suivent sur Facebook ou sur notre site web, vous avez trois façons de poser des questions ce soir. Donc, vous avez l'option du courriel, vous avez également l'option de poser la question dans le champ commentaire de la diffusion en direct sur Facebook et vous pouvez également laisser un message sur votre boîte vocale. Les coordonnées s'affichent à l'écran pour le courriel. Pour Facebook, vous vous rendez directement sur la page Facebook dans le champ commentaire et par téléphone, vous avez ce qui se trouve à l'écran. C'est également précisé sur notre site web. Donc, on peut permettre à toutes les personnes de poser leur question. On va alterner en salle et à distance. Donc, je dépose ça ici et on peut utiliser la grâce. Il y a déjà une première personne en salle. Simplement vous identifier, poser votre question. S'il vous plaît, le micro devrait être déjà actif. Parfait, merci. Joël Marquis de Madame. Il est évoqué qu'il y a 25 engagements qui ont été pris dans le ministère. Dans quel délai? Parce que présentement, au niveau du gouvernement provincial, depuis 6 mois, ce qu'on entend, c'est qu'il n'y a plus rien qui va être pour l'environnement. Il n'y a plus de. La notion d'environnement n'existe plus. Fait que comment, de la 25 engagements, peux-tu y avoir un non, il n'y a plus d'environnement? Oui, je m'en soucie sur 25 points. Vous voulez dire par rapport aux engagements, le délai que ça prendrait? Parce que, il est question de 25 engagements qui ont été pris par le ministère, versus ce qui est véhiculé auprès du gouvernement actuel sur le fait que l'environnement n'a plus aucune importance à nulle part. Que ce soit dans le fait de remplir des tourbières ou de remplir des rivières ou d'acheter des lacs. Quel est étant conscient des deux versions, à quelle version dois-je accorder le plus de crédit? C'est que les 25 engagements pris par le ministère datent de quand? Versus ce qui est véhiculé. Parfait, merci pour votre question. 25 engagements, vous êtes familier, puis parfait. Oui, c'est correct. Dans le cadre de l'étude d'impact, en effet, on a pris 25 engagements qui ont été déposés en date de décembre 2024, en même temps que l'étude d'impact, et vous pouvez d'ailleurs aller consulter dans le rapport. Puis, il y a certains des engagements qui ne sont pas spécifiquement sur l'environnement, mais c'est plus en lien vraiment avec l'étude d'impact. Il y en a, par exemple, comme je l'ai mentionné, c'est de revenir consulter la population si jamais c'était un projet qui aurait normalement nécessité une étude d'impact. Mais il y en a aussi, c'est par exemple pour une des réserves d'habitat, s'assurer de déposer auprès du ministère de l'Environnement la caractérisation lorsqu'elle aura été réalisée. Fait que c'est vraiment, il y a différents aspects là-dedans. Puis en ce qui concerne la notion du manque d'importance environnement dans les projets, le programme ne va pas nous empêcher de respecter toutes les lois et tous les règlements. C'est juste qu'on décale certaines étapes au moment des projets. Fait que oui, normalement, quand on dépose une étude d'impact, il faut avoir fait la caractérisation de l'environnement. Nous, on dit qu'à l'étape de l'étude d'impact, on ne le fait pas parce que c'est trop tôt, mais ça va être fait au moment du projet. Fait que toutes les informations qui sont manquantes au moment où je vous parle vont quand même être fournies quand on va être rendu à déposer des autorisations environnementales. C'est là où mon intrigue, c'est que par rapport à ce que nos élus véhiculent actuellement à Québec, actuellement, au moment où je vous parle, l'environnement, peu importe les circonstances, n'a aucune importance. Fait que ça va être beau à voir dans la confrontation, si vous voulez. Là. Parfait, merci. Aviez-vous une autre question pour votre intervention? Je vais attendre, s'il y en a d'autres, je reviendrai. Pas de problème, ça va me faire plaisir de revenir à vous. Est-ce qu'il y a une autre question? Je vois une personne se lever. Parfait, merci.
Le micro devrait être fonctionnel. Bonsoir. C'est ça. Julia Santos Silva, conseil de l'environnement du Bas-Saint-Laurent. Donc, première question. À l'intérieur du programme décennal, est-ce qu'il y a une ouverture à la nouveauté et à l'innovation en matière d'adaptation en risque côtier? Est-ce possible de considérer des solutions émergentes en adaptation ou des nouvelles méthodes fondées sur la nature qui vont donc favoriser la biodiversité en contexte de changement climatique? Merci. Très complet comme question. Je laisse ça en parole. Oui, en effet, dans le programme, je vous ai dit qu'on a tout un portefeuille de solutions. Évidemment, ça comprend ce que le ministère a déjà installé, puis ce qu'on fait fréquemment. Le programme ne nous empêchera pas d'essayer des nouvelles choses. Si on est capable de démontrer qu'on atteint nos critères de sécurité et que c'est acceptable auprès du ministère de l'Environnement ou des autres ministères, évidemment, on va être capable de les réaliser. Fait que oui, il y a de la place pour la nouveauté. Puis, en ce qui concerne les solutions fondées sur la nature, c'est un des engagements qu'on a pris dans l'étude d'impact, de toujours considérer la végétalisation des ouvrages lorsque c'est possible quand on va les réaliser. Fait que oui, ça va également être pris en compte à chacun des projets. Merci beaucoup. Je ne sais pas si. Là, je m'adresse peut-être à la régie, mais je me dire qu'à distance, on n'entend pas bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer. La séance est enregistrée grâce à la caméra sur le côté, donc ce sera disponible en rediffusion pour les gens qui veulent écouter à distance. Je suis coupé aussi. Je reviens. Parfait. Bon, je suis désolé pour les petits problèmes de son. Je sais que mon collègue à la régie est en train d'essayer de régler ça. On va continuer, c'est enregistré, donc on rendra disponible la séance à distance pour les personnes qui auront manqué les petites questions. Donc, je reviens vers vous en salle. Je ne sais pas si vous avez des questions sur quelques aspects, que ce soit par rapport au programme, même par rapport au BAP, au processus. On est ici pour répondre à vos questions ce soir. Parfait. Loïc Dallaire, je vais à Rimouski. Un peu pour faire du pouce sur la question qui vient d'être posée. Je comprends qu'intégrer des solutions, je ne me rappelle plus du phrasé, mais des solutions fondées sur la nature, c'est super pertinent. Puis je comprends que votre préoccupation dans ce cas-ci, c'est de répondre aux principes et aux critères de sécurité. Est-ce que... je vais changer le micro. Je reviens dans la salle. Est-ce que vous m'entendez maintenant? C'est beau. Oui, on vous entend. Parfait. Je vais continuer ma question. Est-ce que, donc, des solutions basées sur la nature, c'est super intéressant. Est-ce qu'il serait possible, un de vos critères que vous mentionnez comme étant pris en considération dans la réalisation des travaux, c'était aussi de conserver l'accès pour les citoyens et les citoyennes au Saint-Laurent. Est-ce que, ça serait envisageable dans certaines situations d'améliorer donc l'accès même, tout en répondant à ces critères de sécurité-là? Est-ce que c'est même des solutions qui vont être envisagées ou bien, et donc ça implique probablement des collaborations étroites avec les municipalités et les différents acteurs du milieu? Est-ce qu'on est proactif dans cette direction-là, dans la révision de ces projets? Ça m'apparaît clair comme question. C'est bon. Oui, en effet, l'idée de maintenir un accès au fleuve Saint-Laurent, évidemment, ça va être pris en compte dans les projets. Puis, selon les réalisations, les solutions qui vont être retenues, c'est quelque chose qui va être étudié. Puis, pour votre information, on a des échanges en continu avec les municipalités et les MRC au moment de réaliser les projets. On le faisait déjà avant, dans le cadre du programme, on va continuer à le faire. Et évidemment, si c'est quelque chose qui est très important pour la population et pour certaines municipalités, ils vont bien le mentionner assez tôt dans le projet, parce qu'on les rencontre assez tôt pour justement être capable d'en tenir compte dans le projet. Puis si c'est possible, on intègre ça dans la solution qui est retenue. Parfait, merci beaucoup pour la question et la réponse. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui souhaitaient poser des questions? Oui, je n'ai pas. Parfait, d'autres questions? Allô, Daniel Bouillard. Question 25. Dans pas long, on change de gouvernement. Le projet est sur 10 ans. Donc, on a le temps de rechanger de gouvernement. Est-ce que le financement est attaché ou si... c'est quoi le changement de gouvernement implique dans ce genre de projet-là? Est-ce que le prochain gouvernement peut dire plus tout? Je ne sais pas si... Vous avez une piste de réponse pour la personne. Bonjour. Est-ce que mon micro fonctionne? Vous m'entendez bien? Vous m'entendez que Marc-André? Oui.
Marc-André me libère. OK, parfait. Là, on a perdu un grand bout là, de la question, puis on vous parle à plusieurs reprises, vous m'en parlez devant vous, ça peut-être refaire la question et la réponse, s'il vous plaît. Vous voulez que je la synthétise? Dans le fond, la question de monsieur ici en salle, c'est de savoir si le fait que le gouvernement va changer peut-être à une ou deux reprises pendant la durée de vie du décret de soustraction lié au programme d'études d'impact, est-ce que ça va avoir un impact sur le financement? Donc, est-ce que le financement est attaché au moment où on se parle pour la durée de vie du décret? C'est bien sûr que vous avez posé comme question. Pour répondre à ça, qu'il n'y a pas de budget spécifique aux projets qui vont être faits dans le cadre ou via le programme d'études d'impact. Dans le fond, les budgets qui sont utilisés pour réaliser des projets qui seront attachés au programme d'études d'impact, ce sont les mêmes budgets que le ministère utilise pour son entretien d'infrastructure en général. Donc, le décret d'études d'impact, une fois qu'il va être obtenu, il va avoir une période de validité de 10 ans. Ça ne peut pas être invalidé. Normalement, c'est quelque chose qui est en continu. Puis, les sous qui vont être utilisés pour réaliser les projets pour les 10 prochaines années vont être pris à même des budgets d'entretien du ministère des Transports. Donc, on a des budgets annuellement, même on fait les programmations, on annonce une programmation sur un horizon de 2 ans à chaque année. Ça va continuer. Puis, les budgets qu'on va prendre, on va juste en consacrer une partie à des projets d'infrastructure côtiers. Donc, normalement, il n'y aura pas d'enjeu par rapport au changement de gouvernement pour les prochaines années. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Merci pour la réponse également. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions en ligne, en salle, d'autres personnes qui avaient des questions, tant sur le programme que sur le RAP? Oui. Je tente ma chance. Oui. Un, deux. Ah non. OK, c'est bon. Petite question pour la compréhension. Mon nom est Jérôme Caron, ma femme. Vous parliez de solutions de construction d'entretien par rapport à la présence de sites naturels. Ça me semble contradictoire. Est-ce que vous pouvez amener des précisions par rapport à ça, s'il vous plaît? Oui, c'est bon. Vous avez pas éclair également comme question. Oui, le scénario d'entretien, dans le fond, il y a certains sites où on souhaite intervenir où il y a déjà des ouvrages de protection. Puis on souhaite aller les entretenir, parce qu'évidemment, si on laisse des ouvrages sans entretien, ils vont se détériorer, puis ils vont finir par plus être efficaces. Pour ces sites-là, ça va être un petit peu des projets de moins grande envergure, dans le fond, parce que l'ouvrage est déjà présent, puis souvent ça va consister à juste aller, il y a eu un épisode de grande marée, il y a quelques roches qui ont déboulé dans l'enrochement, ben là on va y aller, on va remettre les roches, puis on va s'assurer de maintenir l'enrochement dans le bon état. À l'inverse, il y a des sites dans les 228 sites ciblés où pour le moment il n'y a rien, c'est un site naturel. Et là, on sait qu'il va falloir intervenir. Donc, dans ces cas-là, évidemment, on va venir construire quelque chose. Donc là, ça va être de plus gros envergure. Je ne sais pas si ça répondait bien à vos questions. Oui, mais je ne comprends pas pourquoi, justement, on n'irait pas avec, je dirais, les solutions peut-être autres, c'est-à-dire des changements de tracé, des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose, le déplacement de la route, le changement de tracé que vous mentionnez, ça va toujours être étudié dans les projets qui vont découler du programme. Par contre, évidemment, il faut comprendre que ce n'est pas toujours possible. Il y a beaucoup d'enjeux. Si le ministère déplace la route, il faut que les gens puissent quand même, on ne va pas déplacer les villages au complet et tout ça, mais c'est quelque chose qui est toujours étudié. Puis si c'est l'avenue qui est retenue de déplacer la route, ça va se faire quand même, mais ça ne sera pas dans le cadre du programme, parce que là, ça va être assujetti à d'autres lois et règlements, dans le fond. Puis, on ne connaît pas les enjeux. À l'heure où je vous parle, je ne saurais pas dire où est-ce que la route va être déplacée. Fait que là, ça va être des nouvelles problématiques. Fait que ça va se réaliser, mais juste pas dans le cadre du programme. Très bien. Une autre question? Oui, j'ai une autre question. Vous parliez, dans le fond, de compensation, surtout au Bas-Saint-Laurent, pour la restauration de milieux naturels. Si je comprends bien, c'est des espèces de crédits compensatoires, parce que vous sembliez affirmer que les compensations sont déjà en cours. En fait, les projets compensatoires sont déjà en cours pour des travaux qui n'ont toujours pas lieu. Si je comprends bien, c'est une espèce de banque de crédits compensatoires. Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment, on vient mettre en banque des crédits d'habitat, puis quand on va en mettre à réaliser les projets, là je vous donne un exemple ici, mettons un projet, on applique toutes nos mesures, il reste 1000 m² qu'il faut compenser, ben là on va aller regarder dans nos réserves d'habitat, puis on va se dire, il faut prendre la réserve la plus proche, puis qui est la plus similaire en termes d'écosystème, qu'est-ce qu'on aura détruit versus qu'est-ce qu'on a mis en banque. Puis là, ben, on va venir fonctionner dans le fond de ces réserves au fur et à mesure du programme. J'ai du milieu municipal, j'en prends très bonne note. Merci. Parfait, merci beaucoup pour votre question. Vos deux questions, en fait. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions en salle? Oui, parfait, allez-y.
présence ce soir. Je m'appelle Eve Gagnon, je suis conseillère en urbanisme. Ma question touche votre enjeu concernant la coordination entre les acteurs responsables du réseau routier. J'aurais aimé savoir un peu comment vous l'envisagez, cette coordination-là avec les acteurs du réseau routier, et si un partenariat est possible, par exemple, si une municipalité a des projets d'infrastructure proches de votre projet, est-ce qu'il y a un partenariat qui est possible de faire pour faire une pierre deux coups, par exemple, ou pour que ça soit plus efficace? Merci beaucoup. Donc, les partenaires avec les acteurs. Oui, donc oui, effectivement, c'est possible. Dans le fond, le ministère, de par sa mission, intervient principalement sur son réseau routier, parce que la mission étant la sécurité des usagers de la route, puis le transport des personnes et des marchandises au niveau stratégique. Donc, le programme d'études d'impact a été fait pour pouvoir intervenir sur le réseau routier du ministère. Lorsqu'il y a des enjeux sur le réseau routier municipal, donc le réseau des municipalités, à ce moment-là, ce n'est pas le ministère qui est responsable d'intervenir. On recommande aux citoyens d'aller parler aux municipalités, qui eux peuvent faire affaire avec le ministère de la Sécurité publique. Mais nous, c'est certain que quand on fait un projet, on prend le temps de consulter ces gens-là, on prend le temps de s'assurer qu'il n'y a pas une intervention à proximité. Comme Sophie disait tout à l'heure, on consulte les municipalités, on fait appel au MRC aussi pour savoir qu'est-ce qui est planifié dans le secteur, et si on peut faire un partenariat pour éviter, parce qu'on veut, le but du programme est aussi de limiter les inconvénients pour les citoyens, puis d'intervenir de façon efficace. Donc, si on peut éviter des opérations successives dans un même secteur, on va le faire. Puis, au même titre que si une intervention du ministère doit se faire, puis elle doit être contigue à une intervention de la municipalité, donc on s'assure qu'il y a une cohérence entre les deux infrastructures, donc nécessairement, on va faire les démarches pour que ce soit discuté. Merci pour votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions en salle, d'autres personnes qui ont des questions? C'est vraiment pour vous qu'on est ici. Oui, allez-y. Bonjour madame, vous avez parlé tantôt de la question, vous avez deux options, soit de réparer une structure qui est là ou en établir une nouvelle. Vlogtel, ça doit faire 25 ans de ça, 30 ans. Ils ont tout simplement retiré l'arrangement pour laisser la marée mourir naturellement, comme à son origine. Elle, c'est quelque chose, c'est une possibilité qui est envisagée. De revenir un peu à une solution initiale. Peut-être, c'est ça. Parce que ça a été fait quelque part tout bas, en Gaspésie. Ils ont retiré l'arrangement, tout le ministère l'a fait, pour permettre à la mer de mourir elle-même. Parce qu'ils avaient évalué qu'il y avait moins de dommages de laisser mourir la mer elle-même, que de la fracasser contre une paroi de roche. D'accord, je ne sais pas, vous avez une piste de. Merci. Oui, on pourrait l'envisager. Le problème, c'est que dans bien des cas, la marge de recul, la distance entre l'eau et la route, certaines places, elle est rendue nulle. Donc, si on enlève notre ouvrage, malheureusement, la marée, elle va venir sur notre route. Là, fait qu'il y a bien des cas où c'est pour quelque chose. Oui, c'est de savoir si c'était. Ils ont fait dans l'étage paquet, c'est de savoir si c'est encore fiable. Ça pourrait être appliqué si on trouvait que c'était si à travers toute l'outil d'aide à la décision, c'était la solution qui ressortait comme étant la meilleure, mais ça reste quand même que c'est peu probable. Si on met en place le programme pour intervenir, c'est parce qu'on a étudié les alternatives à faire ce programme, fait que la première alternative était de ne rien faire, mais malheureusement, si on ne fait rien, la route va arracher. La deuxième solution, c'était d'y aller en urgence. Ou la troisième solution, c'était d'y aller à la pièce. Puis la dernière solution, c'était de faire un programme pour avoir une vision globale. Fait que je ne dis pas que c'est impossible, mais ça reste quand même très peu probable que ce soit applicable aux sites qui sont inclus au programme, en tout cas. D'accord, là, ça en parle, oui. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Ça fait. Ah oui, j'entends une voix. Oui, alors j'ai une question à distance. Oui, parfait, on vous écoute, Josiane. Oui, alors c'est M. Epel, Mario Epel, qui nous a transmis cette question. Alors je vais la lire parce que c'est très précis. Considérant que l'étude d'impact déposée pour le programme décennal présente des solutions d'intervention à un niveau conceptuel et régional, et considérant la tendance historique du ministère à exiger des précisions de niveau plan et de vie pour valider la recevabilité de vos projets,
L'initiateur peut-il s'engager, avant la signature du décret gouvernemental, à déposer au présent registre une cartographie détaillée à l'échelle parcellaire, donc lot par lot, identifiant précisément, donc il y a 3 points, l'emprise finale prévisible des ouvrages de protection et les zones de recul, la localisation exacte des accès de chantier et des servitudes de passage temporaire sur les propriétés privées, la liste exhaustive des bâtiments privés, résidences et commerces qui feront l'objet d'une procédure d'acquisition ou d'expropriation. Ensuite, à défaut de fournir ces précisions maintenant, comment l'initiateur garantit-il que le droit à l'information et à la participation publique des citoyens ne sera pas lésé, puisque les impacts réels et directs sur leur propriété ne seront connus qu'au stade de l'autorisation ministérielle, une étape qui ne comporte aucun mécanisme de consultation. Parole. Merci beaucoup, Josiane, pour la question très précise. Je ne sais pas si l'initiateur a eu le temps de tout capter. Oui? Oui, pas de problème. Donc, pour la première partie de la question, on comprend très bien, effectivement, qu'il y a un changement par rapport à la procédure actuelle. Comme on l'a mentionné dans la présentation, c'est un nouveau cheminement qui a été discuté avec le ministère de l'Environnement en raison de la problématique actuelle qu'on vit de l'ampleur de la demande qui est faite sur l'ensemble de nos 228 sites afin de trouver une solution à court terme aussi qui va nous permettre de nous adapter au changement climatique. Donc, effectivement, habituellement, le ministère de l'Environnement, dans le cadre de cette directive, nous exige de déposer certaines informations telles que des plans de vie, mais ce n'est pas le cas actuellement. Donc, la directive que le ministère de l'Environnement a émise dans le cadre du programme ne nous exige pas de fournir une cartographie précise lot par lot des ouvrages, des aires de chantier ou des lots visés par le travaux. Donc, comme mentionné dans la présentation, c'est un programme qui ne dépose pas de solution finale ou proposée pour acceptation. C'est vraiment un processus global qui va nous permettre d'avoir une vision plus intégrée et d'avoir une plus grande flexibilité pour agir par la suite. Donc non, on ne peut pas s'engager à fournir cette cartographie parce qu'à l'étape actuelle, ce n'est pas exigé dans la directive et ce n'était pas ce qui était prévu. Pour la participation du public, je comprends effectivement que habituellement, vous êtes consulté les personnes qui sont visées par un projet précis. Donc, il y a une emprise fixée avec une solution connue qui vous pouvez évaluer si votre terrain a été impacté ou non, ce qui n'est pas le cas précisément actuellement. Toutefois, tout ce qui a été mis en place, il y a eu des tournées de consultation qui ont été mises en place avant le même dépôt d'études d'impact. Il y a le processus actuel avec le BAP et une fois que le décret gouvernemental va être obtenu, si on l'obtient bien sûr, il y a d'autres périodes de consultation qui vont être faites. Lors de projet par projet, dépendamment de l'emploi des projets, les municipalités pourront être rencontrées. S'il y a des citoyens qui sont impactés par le projet qui est en conception, chaque citoyen impacté va être également rencontré par le ministère. Donc, il y a d'autres étapes de consultation et d'information qui vont être mises en place projet par projet. À venir, parfait. Merci beaucoup pour la réponse. Merci Josiane aussi pour la question. N'hésitez pas à nous revenir si jamais il y a d'autres questions à distance. On revient en salle. S'il y a des questions, je vous invite à vous avancer au micro. Merci. Conseil de l'environnement. Donc, une question de compréhension. Comment allez-vous prendre en considération les effets du changement climatique à long terme, c'est-à-dire qui dépassent la durée du programme décennal quand vous allez choisir les interventions? Je donne un exemple, une précision. Quel serait, par exemple, l'horizon temporel pour évaluer la fiabilité des mesures d'adaptation que vous allez choisir? Donc, plus pour le long terme. Oui, merci beaucoup. Dans le cadre du programme, nous avons tenu compte effectivement de tous les changements climatiques qui s'en viennent. Donc, on s'est basé sur toutes les données scientifiques disponibles actuellement. Et également, dans le cadre de notre stratégie, on utilise toujours les scénarios les plus pessimistes. Donc, il y a différents scénarios qui sont quand même disponibles actuellement dans le domaine scientifique. Mais il faut savoir que tout ce qui est en prévision actuellement, on utilise souvent les scénarios les plus pessimistes pour faire nos prévisions. Et ça, on est à l'étape du programme. Ensuite, à l'étape de projet par projet, également, toutes les études vont tenir en compte ce changement climatique-là pour intégrer dans la conception cette notion-là, pour s'assurer que la durée de vie des ouvrages qui sont conçus permettent justement de s'adapter à ce qui s'en vient dans le futur. Donc, on ne regarde pas juste pour une validité de 10 ans. La validité de 10 ans est uniquement sur la validité
décret gouvernemental, mais projet par projet, ces projets-là vont, eux, tenir compte de l'ensemble des changements climatiques pour les, exemple, 75 prochaines années, dépendamment des types de solutions envisagées. Merci beaucoup pour la question et la réponse. Je reviens en salle. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser, soit à l'initiateur, soit à l'une de BAP? Pour l'instant, c'est tranquille. Je ne sais pas si, Josiane, à distance, je vous fais signe. Si jamais il y a des questions à poser, ce serait le moment. Non, il n'y a rien de nouveau à distance pour le moment. Parfait. À ce moment-là, je vais vous donner quelques indications, tout simplement, pour la suite, parce que je vous en ai parlé initialement. Comment faire une demande d'examen public au ministre. Donc, je vais donner une information. Si on pouvait remettre la présentation de tout à l'heure, je vais vous donner des indications. Puis, si jamais vous pensez à d'autres questions pendant ce moment-là, même à distance, ça va laisser un peu de temps. Donc, comme je vous l'expliquais plus tôt, la période d'information publique est aussi le moment de demander au ministre responsable de l'environnement la tenue d'un examen public du projet. Donc, concrètement, ce que ça signifie, c'est que toute personne qui le juge nécessaire peut demander au ministre de confier un mandat au BAP afin qu'il se tienne une audience publique, une consultation ciblée ou une médiation sur le projet. Il suffit d'indiquer le motif de sa requête et son intérêt par rapport au milieu touché, puis d'envoyer sa demande au ministre par la poste ou par courriel avant la fin de la période d'information publique, soit le 7 avril 2026 à précisément 23h59. Donc, bref, vous avez la journée au complet du 17 avril 2026. Donc, par exemple, dans le cas d'un projet de construction d'une nouvelle usine, l'un des motifs pourrait être l'augmentation du bruit autour de l'usine. Donc, le motif, ça signifie la raison qui justifie de faire la demande de l'examen public. L'intérêt pour le milieu touché pourrait être que votre maison est située à proximité de l'usine. Donc, l'intérêt pour le milieu touché signifie le lien que vous avez avec le projet. Toute l'information pour formuler une demande est disponible sur le site Internet du BAP, dans la page « Programme du ministère du Transport face aux aléas routiers ». Si aucune demande n'est soumise, la dernière étape consistera pour le BAP à rendre public un compte-rendu factuel de la période d'information dans les 10 jours suivant sa clôture. J'ai une question. Peut-être qu'on peut prendre une pause de un peu des informations parce que je m'apprêtais à vous parler des suites, mais il y a une personne qui est à l'avant au micro, donc on va pour votre question. C'est peut-être directement à vous que je pose la question. Mettons que j'en suis sur ma 8e audience du BAP, puis les conclusions sont majoritairement du côté provincial. Mettons que c'est toujours le citoyen qui est en perte. Vous proposez de demander au gouvernement de suggérer une tenue d'audience publique. C'est difficile pour moi de dire, let's go, on va aller avec une audience BAP, car je sais que par expérience, les audiences du BAP, on dirait que c'est comme du papier, juste du brossage de papier. C'est difficile de dire, ah oui, je veux une audience. Quand tu dis quelque part, c'est comme si c'était tout pire. Je comprends votre question. C'est intéressant que vous posiez la question parce que récemment, on a rencontré 2 chercheurs de 2 universités canadiennes qui ont étudié sur une période, si je ne me trompe pas, de 40 ou 50 ans, les travaux du BAP et les conséquences des rapports des travaux du BAP. Ils ont constaté que majoritairement, le BAP a un effet, une influence sur les décisions gouvernementales. Donc, ça a été quand même bien expliqué, bien démontré. Ça demande un pouvoir que vous avez comme citoyen de demander au ministre la tenue de l'examen public et ça permet d'approfondir le projet. Si le projet ne va pas, si jamais le rôle du BAP s'arrête ici, bien, ce sera le choix aussi de la population, mais ultimement aussi au ministre, car c'est lui qui détermine si la demande est jugée recevable. Et s'il y a des demandes, à ce moment-là, le BAP constitue la commission d'enquête et ça va l'approfondir. Et d'ailleurs, vous êtes un citoyen bien investi, vous l'avez dit, vous avez assisté à plusieurs audiences. Donc, évidemment, le point de vue d'un citoyen, le point de vue terrain d'un citoyen qui est dans l'environnement où se situe le projet, c'est très riche pour une commission d'enquête. Ça permet justement d'avoir d'avoir un autre point de vue pour la commission. Et ultimement, ça permet d'enrichir finalement ces avis et ces constats qui seront envoyés au ministre. D'ailleurs, le chapitre 2 de
chaque rapport qui sont constitués finalement des témoignages des citoyens. Donc ça va directement au ministre et ensuite qui prend sa décision. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que, tant qu'à être encore en période de questions, est-ce qu'il y aurait d'autres questions avant que je poursuive? Oui, allez-y, il n'y a pas de souci, vous êtes la bienvenue. Merci. Donc, une question sur les processus actuels, donc au BAP. On a vu dans votre infolettre, vous faisiez mention d'évaluation sectorielle, régionale, de par les faits que c'est quand même un processus d'évaluation environnementale d'un programme d'ampleur. Donc, on se demandait, est-ce que les présents processus, il est un processus d'évaluation régionale, sectorielle, au sens de la nouvelle loi? C'est une excellente question. L'évaluation environnementale sectorielle et régionale viendra à la mise en vigueur de la loi 81. Là, je ne dirais pas le nom complet de cette loi-là parce que c'est très long, mais elle sera mise en vigueur, si je ne me trompe pas, en janvier 2027. Donc, d'ici là, le programme du ministère des Transports ils l'ont dit justement, ils ont dû faire preuve de créativité et d'inventivité pour trouver une façon que ça fonctionne dans le cadre actuel de la procédure d'évaluation des zones et des impacts sur l'environnement. Mais en réponse courte, on n'est pas encore à ce type d'évaluation-là qui viendra un peu plus tard. Merci beaucoup. Autre question avant que je poursuive en salle? Pas pour le moment. Ma collègue Josiane n'est pas apparue, donc je suppose qu'elle n'a pas de questions non plus à distance, donc je vais poursuivre. Donc, on va passer maintenant, justement, on va parler de la suite de la période d'information publique. Je vais parler un petit peu, on va quand même en reparler, ça vaut la peine. Donc, on est présentement dans les 30 jours de la période d'information publique sur le programme du ministère des Transports face aux aléas côtiers. Donc, si le ministre de l'Environnement ne reçoit aucune demande d'examen public au terme des 30 jours, eh bien, le rôle du BAP va se terminer ici. En revanche, si le ministre reçoit une ou plusieurs demandes et qu'il les juge recevables, il peut confier au BAP le mandat de réaliser soit une audience publique, une consultation ou une consultation ciblée ou une médiation. Donc, c'est à ce moment que la population pourra venir, entre autres, exprimer son opinion sur le projet. À la fin du mandat de la commission d'enquête, le BAP dépose un rapport au ministre responsable de l'Environnement qui contient, entre autres, ses avis, son analyse et ses constats basés sur les principes du développement durable. Le rapport contiendra également les opinions des citoyens et des citoyennes dans l'un des chapitres, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure. Le ministre disposera ensuite de 15 jours pour rendre le rapport public à la population. Il fera ensuite ses recommandations au Conseil des ministres qui, lui, prendra la décision finale concernant le projet. Il est important de retenir que le BAP et ses commissions d'enquête permettent d'éclairer la prise de décision du gouvernement. La décision finale du projet et l'obtention d'une autorisation gouvernementale revient uniquement et ultimement au Conseil des ministres. Et maintenant, on a ici à l'écran les différentes séances d'information publique que le BAP a prévues dans le cadre de la période d'information publique sur le programme du ministère des Transports face aux aléas côtiers. Considérant l'ampleur du programme, vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est 47 municipalités réparties dans 12 NRC. Le BAP a décidé de tenir 4 séances d'information. Donc, la première est ce soir ici même à Rimouski. On se fera également le 12 mars à Cap-aux-Meules. On a une petite mention sur l'heure ici parce que toutes nos séances se tiennent à 19h. Le 19h du 12 mars, ce sera donc 19h heure des îles, donc 18h heure de l'Est, si vous l'écoutez de ce bord-ci. Le 19 mars, nous serons à Caledon-sur-Mer et le 24 mars, nous serons à Grande-Vallée. Toutes les séances sont diffusées également, puis vous pourrez les écouter en rediffusion sur notre site web. Maintenant, avant de vous laisser un point important pour vous et votre opinion, donc nous aimerions vous recevoir vos commentaires sur cette séance d'information publique, ça nous aide à nous améliorer. Donc je vous suggérerais de sortir vos cellulaires pour numériser le code QR. Il y a 2 ou 3, excusez-moi, il y a un peu plus que 2 ou 3 questions à remplir, mais ça prend 1 ou 2 minutes à remplir, donc c'est pas très long. Si votre cellulaire ne fonctionne pas, il y a ma collègue Andrea qui pourrait vous remettre une version papier avec un stylo et à l'intérieur, aller chercher ça, donc n'hésitez pas à le faire signe. Voilà, merci infiniment pour vos réponses, ça va nous aider évidemment à améliorer nos services. Merci de votre participation. Et d'ici la fin, excusez-moi. Oui, il y a une question, parfait. Oui, on vous écoute. Oui,
on n'est pas entre du four, citoyen Rimouski. Je vais vous demander, est-ce que c'est une nouvelle démarche, parce que le BAP a déjà fait plusieurs consultations, est-ce que vous arrivez avec une nouvelle affaire, une nouvelle démarche pour les projets? Nouveau. Cibler la région pour un projet particulier? Pas nécessairement. Nous, en fait, c'est ce que le ministre nous a demandé de faire, c'est d'annoncer le début de la période d'information publique et on organise des séances d'information sur les projets qui sont assujettis à la procédure d'évaluation environnementale, comme le programme PILI. Habituellement, ce qui est un peu différent, ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que habituellement, il y a un projet dans une municipalité et là, le BAP va aller faire une séance d'information dans une seule municipalité. Là, étant donné qu'il y a 47 municipalités visées par le programme du ministère des Transports, le BAP a décidé de tenir 4 séances. Et 4 séances, dans le fond, c'est en lien avec les 4 secteurs qu'on a vus tout à l'heure. Donc, il y a le secteur du Bas-Saint-Laurent, le secteur de Gaspésie-Rive-Nord, Gaspésie-Baie-des-Chaleurs et île d'Avalienne. Donc là, ce soir, on est à Rimouski pour le secteur Bas-Saint-Laurent. C'est ce qui change un peu d'habitude parce qu'effectivement, actuellement, on va dans une seule municipalité, on fait la séance-là. Et voilà, par ça, le processus se poursuit. C'est un peu la nouveauté par rapport à ça. Puis vous allez le faire également pour la Côte-Nord, parce que les autres aussi sont menacés par l'érosion. Pour le moment, en tout cas, il n'y a pas de projet, de programme en lien avec le ministère des Transports. Ce soir, ce qui est mentionné, en tout cas, l'objet de la rencontre de ce soir, c'est vraiment en lien avec un programme qui vise le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les îles de la Madeleine. Donc, à voir s'il va y avoir un programme pour la Côte-Nord. Donc, c'est seulement les impacts routiers, le projet routier, où ça touche les impacts, par exemple, comme les quais, les choses comme ça, est-ce que ça touche, le programme touche ces réalités-là aussi? Donc, vous voulez savoir si ça touche aussi les quais? Peut-être. En fait, non, ça ne touche pas les autres infrastructures que le réseau du ministère des Transports. Donc, le programme a été conçu spécifiquement pour intervenir sur le réseau routier du ministère des Transports. Donc, c'est uniquement autour de cette infrastructure-là que le programme opère. Et tout, là, je les rappe un peu parce que je suis pas au courant de toute la problématique, je suis pas habitué, c'est-à-dire à ça, je peux me mettre au courant beaucoup. Mais est-ce que les organismes comme les organismes ZIP qui s'occupent de la protection des animaux, des berges et tout ça, des organismes qui arrivent à Rivière-Ouest, il y a beaucoup de protection des berges et tout ça, ça ne touche pas aux autres. Ça. Vous voulez savoir s'il y a d'autres. Est-ce qu'il y a un lien avec ça, avec les organismes qui s'occupent de la protection des berges et tout ça? Est-ce que votre programme a des liens avec d'autres organismes qui touchent la protection des berges? C'est juste simplement le ministère des Transports. Le programme, c'est vraiment les aléas côtiers avec la route, mais par contre, les partenaires environnementaux ont été consultés et on fait notamment affaire avec eux pour les réserves d'habitat qu'on a présentées. Donc, pour tout le volet compensation, ils sont impliqués. Vous faites un lien avec eux? Oui. On sait bien. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup pour la question. Encore le temps, si vous avez d'autres questions, sinon je m'apprête à conclure la soirée. Oui, une autre question, allez-y. On parlait de 228 projets sur 10 ans. Pour l'exécution de ces travaux-là, c'est assez difficile d'avoir des entrepreneurs. Donc, moi, si je fais une moyenne vite, c'est à peu près 23 projets par année sur 10 ans. Probablement qu'il va y avoir plus ou moins de grande envergure chacun des projets qui peuvent s'échelonner sur une année ou plus d'une année. Est-ce que vous êtes optimiste de pouvoir avoir suffisamment de gens pour réaliser ces travaux-là? Une question un peu sur l'exécution des travaux, les fournisseurs. Est-ce que mon micro fonctionne? Oui. On a 228 sites qui sont visés par le programme, mais je l'ai mentionné, il y en a une centaine qui sont planifiés. Et c'est sur cette centaine-là que des interventions pourraient avoir lieu. Ça ne veut pas dire qu'on va réaliser des interventions sur les 97 sites planifiés. On a mis les 130 autres et quelques, on les a inclus au programme au cas où qu'un événement qu'on n'avait pas prévu, une tempête, quelque chose, vienne les frapper pour être capable d'intervenir beaucoup plus rapidement. Mais normalement, ceux-là, on n'y touchera pas. Puis c'est ça, on a une centaine de sites planifiés. Ça ne veut pas dire qu'on les réalisera tous, mais c'est sur eux que le programme va avoir une attention un petit peu plus particulière. Mais en effet, la question d'être capable d'engager des firmes et tout ça a été prise en compte
Gabriel va vous aider. Oui, pardon, ok. Je pourrais ajouter que par rapport aux travaux, le volume, on n'ajoute pas des projets spécifiquement à cause du programme. Le programme nous permet de réaliser des projets, un peu comme précédemment on discutait, permet d'ajouter des projets à même les budgets de gestion des infrastructures du ministère. Donc, ce n'est pas une multiplication des projets à cause que le programme existe. Le programme nous donne un chemin plus agile pour réaliser les projets qu'on aurait probablement réalisés quand même. Donc oui, on a confiance que le marché va pouvoir continuer de suivre nos interventions. Parfait, merci. D'accord, merci beaucoup pour votre question. Oui, une autre question ici. Fonctionne-tu? Vous en- Oui, Pierre Deschamps pour la ville de Rimouski. Au niveau, dans le fond, de la coordination, vous disiez que 97 sites planifiés, il n'y a pas des travaux sur chacun de ces sites-là. Pour le territoire de la ville de Rimouski, il y a 2 sites qui sont planifiés. À quel moment pensez-vous, dans un bon partenariat, communiquer les informations sur le site précisément, le type de travaux, construction, entretien, puis dans quelle échéance? Pour que de notre côté, on puisse, avec un budget quinquennal en immobilisation, pouvoir planifier et coordonner avec vous autant des travaux potentiellement sur le même site ou coordonner des travaux sur des sites qui vont être impactés par les travaux que vous avez réalisés. Ça me paraît clair comme question. Ça en vient. Je vois la régie travailler sur. Ah, c'est bon. Oui, en effet, on a ciblé 97 sites planifiés. Par contre, on n'est pas capable de vous dire ce soir lesquels vont être faits en premier ou lesquels vont être faits en dernier. Fait que ça, il va falloir patienter pour avoir cette information-là. Par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est que les interactions, les échanges avec la municipalité sont très tôt quand un projet est amorcé. Fait que vous allez avoir le temps, quand on va être rendu à faire un projet à Rimouski, d'échanger avec nous, de nous dire quels sont vos enjeux, également si vous avez des projets qui s'en viennent. Fait que tout ça, on va être capable de le prendre très tôt dans le projet et de s'arrimer avec la municipalité, évidemment. Oui, deuxième question. Oui, je vais préciser, on va être informé des travaux à venir, pas nécessairement avec une année de réalisation pour permettre peut-être la modulation s'il y a déjà des travaux prévus par la municipalité. Je vais laisser la parole à mon collègue Gabriel. Dans le fond, la planification des projets qui vont être faits via le programme d'études d'impact va être la même qu'on aurait fait normalement. Donc, les échéances à laquelle on consulte, on parle puis on fait de la coordination ensemble vont demeurer les mêmes. Dans le fond, il y a une simplification de la démarche au niveau de la gestion des impacts, mais ça reste que les projets vont suivre un cheminement régulier. Donc, au même titre qu'en ce moment, le ministère annonce pour les 2 années à venir des projets dans toutes les municipalités. Généralement, ces municipalités-là, ils sont déjà en amont consultés pour qu'on s'assure de recueillir les besoins et qu'on les intègre au projet. Donc, cette collaboration-là va se faire au même titre que d'habitude, parce qu'on a l'habitude de consulter les municipalités avant de prévoir des interventions sur leur territoire. Fait que ça va être fait dans le même ordre de priorité ou de grandeur qu'habituellement. Merci beaucoup. Bon, merci à vous beaucoup pour la question. Dernière question, oui, une question ici. Dans la suite de M. Desjardins, moi je vais parler pour. Ah, oui. Parce que je vais parler pour 4 ou 5 municipalités, là, comme Rivière-Ouelle. Moi j'ai un chalet à Rivière-Ouelle, c'est un peu de famille. Là. Il y avait un chemin qui passait le long de la mer, et à un moment donné, il y a un quartier qui s'est développé plus loin, qui voulait passer par ce même chemin-là. Nous, on trouvait que ça n'avait pas de sens parce que ça touchait la berge. Et à un moment donné, il y avait une petite côte, ça aurait été très difficile de travailler ça. Là. Est-ce que le ministère intervient là-dessus ou c'est simplement la municipalité qui prend la décision? Je sais que le programme, ça touche vraiment les infrastructures du ministère des Transports. Peut-être que c'est un complément d'information. Bien, effectivement, c'est principalement pour le ministère des Transports. Le chemin dont vous parlez, s'il appartient à la municipalité, le ministère ne prévoira pas d'intervention sur ce type de route-là. Donc, normalement. Oui, c'est nous autres qui doit intervenir comme citoyens à savoir s'il peut prendre une décision ou revenir sur la décision de prendre le même chemin, même si un ensemble de citoyens ne sont pas d'accord.
Je veux m'assurer que je comprends bien la question. Est-ce que vous parlez ici d'un chemin qui pourrait être utilisé comme chemin de détour ou vous parlez d'un chemin actuel, conventionnel, qui est de nature municipale et que les gens empruntent? Non, c'est un chemin c'est-à-dire, c'est la pointe la pointe de Rivière-Ouelle, il y a un chemin, là, puis à un moment donné, il conduit, on descend par ce chemin-là pour aller à nos chalets, là. C'est un chemin municipal, c'est sûr, c'est pas un chemin provincial, là. C'est pas la route 132, mais quand même, c'est un chemin où tout le monde a son chalet, a sa maison, puis on tourne, puis à un moment donné, plus loin, ça a développé un quartier de maisons. Les autres, ils ne pouvaient pas passer par les champs, donc ils voulaient repasser par ce chemin-là. Les autres, on trouve que ça n'a pas de sens, ce chemin en soi est très petit, ça ne fonctionne pas, là. Alors, c'est qui prend la décision là-dedans? C'est-tu à nous autres de faire comme on dit, une pétition, puis aller voir la municipalité qui veut changer, ou le ministère a un rôle à jouer? Je ne vous demande pas de répondre à tout ça, mais je vous demande si le ministère a un rôle à jouer là-dedans. Oui, je peux vous répondre à ça. Le ministère n'aura pas de rôle à jouer là-dedans, donc vous devez effectivement aller vers votre municipalité, faire vos représentations auprès de la municipalité, puis c'est à ce niveau-là que ça va pouvoir être géré. Bon, c'est bien. Bon, merci. Merci à vous, merci pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, ça va clore la soirée. Ma collègue Josiane n'est pas réapparue, donc je suppose qu'il n'y aurait pas de questions non plus en ligne. Donc, je vais juste reprendre les choses pour bien. Effectivement. J'entends la voix de ma collègue Josiane. Merci Josiane. Donc, voilà. Donc, on peut me mettre peut-être, s'il vous plaît, la diapositive avec les coordonnées. Car d'ici la fin de la période d'information, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Vous avez les coordonnées à l'écran, donc le courriel du programme pour le BAP. Et ensuite, vous avez le numéro de téléphone, donc n'hésitez pas, que ce soit par rapport au programme justement ou par rapport à la mission du BAP. Les coordonnées apparaissent. Donc, merci beaucoup à toutes les personnes qui étaient présentes ce soir. C'est très apprécié. Merci évidemment à l'initiateur qui a répondu aux questions ce soir, qui a fait sa présentation. Merci également aux personnes qui nous ont suivis en ligne. Merci à mes collègues, tant en salle, à distance également. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et bon retour à la maison. Merci. Merci tout le monde.